Aujourd'hui, le livre de Marine est sorti. Enfin, il y a 2 jours. On en parlera avec elle quand elle viendra. Mais ça m'amène à réfléchir un peu à des choses qui m'intéressent depuis longtemps, c'est-à-dire, ça change quoi, le numérique, pour les chercheurs en études littéraires. Là maintenant, j'ai presque fini ma thèse, donc ça permet de confirmer des intuitions que j'ai pu avoir il y a quelques années, qui sont prolongées, validées, rarement réfutées. Non, pour l'instant non. Euh, Amplifiées, enfin, ça change pas mal de choses. Le numérique, la numérisation, notamment des corpus pour les chercheurs en lettres, et en particulier pour les chercheurs en études 19e. Parce que on est, en tant que 19e, en fait, on a beaucoup de chance. Pas de droit d'auteur, ils sont tous morts. Tout est public. Donc, quasi tout est accessible maintenant. Ça ne l'était pas il y a 10 ans, il y a 5 ans, et ça n'est pas fini. Mais en tout cas, les données sont accessibles en ligne, et elles peuvent se traiter. Quand on est 16e, 17e, même 18e, il y a beaucoup moins d'écrits. Et en plus, ils sont beaucoup moins faciles à numériser. Les reconnaissances de caractères fonctionnent moins bien. Les sources ont été moins bien conservées, c'est beaucoup moins facile à automatiser. Et bon, quand on est contemporanéiste, les sources, elles sont payantes. Donc c'est... Alors là, on arrive à quelque chose qui en plus fonctionne parfaitement avec ce qu'est le 19e siècle, c'est-à-dire le siècle de la presse, la civilisation du journal est juste là, Vaillant et Khalifa et Régnier et Terranti, si je lis bien, entre autres ressources sur ça, mais le 19e siècle, c'est l'explosion de l'écrit. Et alors les ultra-contemporanéistes qui vont faire de la génétique de fichiers Word, on verra plus tard, mais ça c'est pas partie de mon domaine. Donc en fait je me suis retrouvée avec cette thèse 19e, alors que je viens d'un master, de 2 masters 18e, à un croisement un peu étrange et qui tombait pas mal. Et ça a été... et j'ai pu voir autour de moi pas mal de thèses de chercheurs ou de projets ANR ou de sujets de recherche, donc sur des documents considérés au départ comme non foncièrement littéraires. C'est-à-dire qu'une des premières choses que permet le numérique, c'est l'élargissement des corpus. Et oui, vous faites comment pour étudier la presse quand vous n'y avez pas accès? Donc déjà, ça permet de l'étudier beaucoup plus facilement grâce à Gallica, grâce à archive.org, depuis la province. Ou quand on est chercheur à l'étranger, ou qu'on travaille, dans le secondaire, qu'on n'a pas accès à la bibliothèque en horaire standard, etc. Ça, c'est vraiment un grand confort, c'est vraiment quelque chose qui a pas mal changé. Et je vois bien que ces habitudes-là, elles sont quand même assez intégrées pour les 19e et pas forcément pour d'autres amis dans d'autres domaines. Bon, donc ça, c'est vraiment important, ça permet un travail beaucoup plus facile pour beaucoup de gens, par l'accès aux sources, et ça permet en outre de lancer la textométrie et la lexicométrie, enfin tous les logiciels donc, de ce qu'on appelle le traitement automatisé du langage. Et ça, c'est hyper intéressant, et ça fonctionne bien sur le 19e siècle. Sur le 16e, c'est compliqué, parce que tout n'est pas en français, vous pouvez avoir du latin, c'est compliqué. En plus, la syntaxe du 16e, elle est très différente de la syntaxe actuelle. Donc ça marche moins bien. Quelque chose comme Twicloud par exemple, ou Lexico 3. Surtout Lexico 3, Twicloud c'est comme du vocabulaire. Lexico 3, ça va vous permettre d'analyser de la syntaxe de phrase. Mais en partant d'un principe quand même de modèle un peu canonique, alors vous pouvez quand même comparer, etc. Donc beaucoup plus de textes en français. On a toujours des textes en latin au 19e, les thèses latines ça existe toujours. Hein. Mais enfin, c'est quand même beaucoup moins la majeure partie du corpus. Début de la presse, de l'imprimé, des périodiques, énormément de tirets à part. Les feuilles volantes, les pamphlets sont beaucoup plus conservés, ils sont mal conservés, hein, tout ce qu'on appelle la littérature grise, mais enfin on en a quand même pas mal pour ces périodes-là, parce qu'imprimer, ça commence à s'industrialiser. Et donc ça se voit donc dans la qualité du papier, numérisation plus efficace, ossérisation ensuite pour traiter les documents et les mettre, et en faire de la source pour les logiciels par exemple, ça marche beaucoup mieux au 19e siècle, c'est plus facile. Tout ça, c'est des choses qui comptent, déjà.
Alors ça, voilà, pourquoi finalement, bizarrement, ce sont les 19e qui se retrouvent très bizarrement les plus modernes. Voilà. Et parce que, bah voilà, enfin, vous allez avoir du mal à trouver, Proust, il n'y a pas de problème, mais des auteurs du 20e en œuvre complète facile, ou des auteurs vivants, bah, c'est hyper compliqué de faire ce type de recherche de façon un peu large. Alors il y a des portails de revues en ligne, etc., quand vous êtes universitaire, mais c'est plus compliqué, ça se complique. Premier point. Donc c'est étonnant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e siècle, donc on a une explosion des imprimés, livres, presse, etc., absolument hallucinante, et qui se donc les premières revues populaires c'est 1830. C'est des choses comme ça, c'est-à-dire ça c'est le musée des familles. Là on est, celui-là il est de 36. Ah, c'est un chouchou. Ça c'est une année, on commence à avoir des choses comme ça. Ça c'est 20 fois moins cher que les périodiques qui sortaient avant le musée des familles. 20 fois moins cher. Donc tout le monde commence à l'acheter. Donc la diffusion de l'écrit est très différente. Et on a quand même, là, on est dans quelque chose qui est un périodique, mais les paginations, elles se font à l'année, et on ne l'achète que par abonnement. Donc on est quand même dans quelque chose qui est un périodique, mais qu'en fait est un livre par morceau. Et un livre fait de morceaux. Ça aussi c'est intéressant, mais ça amène beaucoup, beaucoup de développement, et c'est proprement 19e. Juste comme ça sent la pourriture, j'adore cette odeur. Enfin la pourriture de papier, pas la pourriture. Ça sent un peu comme le sous-bois, en fait. Alors là j'ai pas les belles images que je préfère. Voilà. Ça paraisse. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est Boitard. Donc on est en 36, c'est la première représentation par Susmil d'un dinosaure à partir des vestiges retrouvés. Ptérodactyle. Donc, bon, ça, il y aura un article bientôt publié là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on peut les traiter. Alors qu'est-ce que ça fait, en fait, aux études littéraires? J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse inflexion, en fait, dans le choix des sujets de thèse, et très probablement aussi des groupes de recherche. Ce sont absolument des perspectives, hypothèses, doigts levés, bon, voilà, pas... et bilan personnel. Moi, je travaille pas sur des textes comme ça, je travaille sur des œuvres complètes imprimées, hein. Essentiellement, mais pas seulement. Alors ça veut dire que je vois beaucoup moins de thèses monographiques qui sont considérées comme un peu démodées. Ça, c'est aussi parce qu'on va vers tout ce qui est interdisciplinarité, transdisciplinarité. Je trouve qu'à ce point-là, c'est dommage. Et en fait, ce que je vois beaucoup, ce sont des thèses qui mettent en valeur des sous-genres, c'est-à-dire des corpus inexplorés, et notamment dans la presse ou dans les petits imprimés. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de réaliser quelque chose, enfin une chose que prophétisé Renan dans l'avenir de la science, écrit en 48, publié en 1890, c'est-à-dire que on ne s'intéresse plus seulement aux littératures canoniques. C'est un mouvement qui est très lent, ce mouvement d'extension des corpus. Pour Renan, c'était parce qu'il fallait étudier tous les documents d'un point de vue philologique pour connaître l'histoire de l'esprit humain. Maintenant, en fait, c'est l'idée même de littérature qui est changée, et donc de hiérarchisation entre les arts et entre les types de supports. Parce qu'on explore de nouveaux corpus, qu'on ne pouvait pas explorer avant, parce qu'ils étaient trop larges, pas facilement accessibles, et parce qu'en fait, on peut aussi maintenant faire des recherches sur d'immenses corpus pour trouver des concepts, des choses, etc. Avec un œil humain derrière, hein, avant derrière pour poser la question, pour traiter les données. Mais ça nous permet en fait de lire sans lire. Et ça, c'est extraordinaire. Et de rechercher, etc. Donc on va dépouiller 50 ans de Revue des Deux Mondes. On va dépouiller 50 ans du Musée des Familles. À l'œil, c'est difficile, c'est fatigant. Quand on le fait à l'aide de fichiers en TXT ou de PDF texte, alors avec des erreurs, toujours des erreurs encore hein, dans les scans, mais ça va super vite. Et ça veut dire qu'on peut avoir une vision qui va être très différente, beaucoup plus large et moins myope, avec les inconvénients et les avantages que cela implique. Hein. Mais ça veut dire aussi que l'on va traiter donc, de très vastes corpus. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer de la statistique. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir l'évolution d'une notion beaucoup plus finement que quand on étudie juste, alors par exemple en histoire des sciences, si vous étudiez, je sais pas, les traductions de Darwin, et ça c'est Michel Pran qui le fait de façon hyper convaincante. Bon, Clémence Royer dans la première traduction fait sauter l'idée de sélection naturelle pour traduire par élection naturelle. Mais est-ce que, en regardant par exemple des comptes rendus dans la presse, moi je ne l'ai pas fait, hein, mais
ce sont des choses, voilà, des pistes. Est-ce qu'on va retrouver cette idée de sélection? Est-ce qu'elle peut passer par d'autres biais, par des comptes rendus directement importés d'Angleterre, etc. Donc, est-ce que la publication en volume et la publication, par exemple, dans les périodiques, coïncident? Pas toujours, en fait. Parfois oui, parfois non. En feuilletant le musée des familles, dans les années 1830, on avait, et dans plein d'autres journaux équivalents, de la lecture allemande, donc Hoffmann traduit, de la lecture des nouvelles américaines, notamment de Washington Irving, des choses comme ça. Donc on a des imports, des transferts culturels, plutôt que ce que l'on pouvait penser, et diffusés à un large public. À un très très large public. Ça, c'est 150 000 abonnements dans les années 30. 150 000 abonnements, c'est 150 000 familles qui peuvent aussi prêter les volumes. C'est énorme. Et des cabinets de lecture, etc. C'est absolument énorme. On n'a jamais autant lu qu'à cette époque-là. C'est vraiment un saut qualitatif et quantitatif monstrueux qu'on a oublié. Et donc on peut remettre comme ça à jour. On peut comme ça donc trouver des corpus... en fait, ça va étendre cette idée de corpus. Ça va changer même l'idée de littérature. Donc ça fait longtemps qu'on n'est plus dans les belles lettres. On n'est plus non plus là dans la littérature autotélique romantique. On est dans la lecture plus que dans la littérature en fait. On est dans les pratiques. Et ça amène quelque chose qui va être super différent et qui a une influence majeure en fait. Absolument majeure. Ça nous permet de comprendre bien plus finement comment les gens lisaient, mais aussi comment les idées au-delà des livres se propageaient. Il y a des choses qui sont extraordinaires dans ces choses-là. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Ça, c'est... J'en avais pas parlé. Clac. Ah, je connaissais pas ce genre de choses. Ça, ce sont en fait des retirages de caricatures qui étaient parus dans l'Eclipse, etc. Donc là, essentiellement du Duchamp. Et on est dans les années 60. C'est de la littérature de colportage. D'ailleurs, j'en ai un où il y a marqué colportage dessus, je sais plus lequel c'est. Mais en fait, ce que j'ignorais complètement, par une culture, c'est que vous allez en avoir beaucoup de cette littérature comme ça, regardez comme on dirait du Franquin, ça. Pourtant là, je sais plus, on est dans les années 80, je crois, pour celui-là. On est dans les années 60. Et on va avoir en fait pas mal de caricatures là-dedans qui vont représenter des scènes de lecture. Alors là, j'en cherche un que j'aime beaucoup, mais je sais même plus dans lequel il est. Mais qui représente le diable qui demande le livre des apôtres de Renan. Il n'y a pas Renan, pour le coup, dans cette caricature. C'est ce qui devient assez amusant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un guichet. Oh, de toute façon, il y en a pas mal. Et ça, c'est-à-dire qu'on va aussi étudier les images beaucoup plus facilement. Ça reste très compliqué d'étudier les images parce que la reconnaissance textuelle n'est pas une reconnaissance par image. Des trucs comme Google Images, ça marche pas encore très bien, même si les progrès sont hallucinants. Et vous allez avoir aussi en fait des choses que je trouve dommage, c'est-à-dire que souvent dans la numérisation texte, les légendes ne sont pas comprises en texte mais en images. Ça fait qu'elles n'apparaissent pas. Et que faire des recherches d'images est plus compliqué. Mais bon, ça je l'avais vu un peu avec Renan, je vous en reparlerai peut-être. Ça mène des choses absolument hallucinantes. Donc c'est vraiment sur ce qu'on considère comme littérature, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Alors après, qu'est-ce que ça va amener? Évidemment qu'on tape nos thèses. Je connais personne qui va rédiger sa thèse à la main. Il y a des passages où on rédige. Moi, j'aime beaucoup écrire à la main pour ne pas la perdre. Mais aussi pour la reprendre, enfin, ça m'aide intellectuellement, presque cognitivement, ça m'aide le passage à la main dans les carnets de thèse. Mais la thèse elle-même, elle est rédigée sur ordinateur. Elle est rédigée, dans mon cas, avec des URL. Alors ma directrice me demande de réduire les URL dans la bibliographie. Je suis partagée parce que je trouve que la thèse, c'est quelque chose qui est quand même... qui a au moins une version électronique qui est importante, puisque c'est celle que je vais déposer, par exemple. Et cette version électronique avec des URL, ça me paraît logique. On clique. Et que rechercher l'article derrière, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et mais ça, en fait, le fait d'avoir des hyperliens dans un texte, hyperliens vers le 19e ou vers des articles contemporains, etc., donc tout ce qui va être
accessible en ligne. Évidemment, je ne mets pas ce qui est piratable et donc piraté. Je mets ce qui est réellement accessible parce que, il faut respecter ça. Je trouve que ça se discute, mais c'est compliqué de mettre un lien non accessible ou un lien Skyhub dans une thèse parce qu'en plus, ce ne sont pas des liens pérennes. Donc ça pose quand même un problème scientifique. Mais ça fait en fait qu'à terme, on pourrait avoir, par jeu d'hyperliens, ce que l'on peut déjà s'amuser à faire sur Wikipédia, c'est-à-dire un parcours qui rassemble tous les livres. Et ça, c'est fantastique. C'est un truc qui est peut-être un pur fantasme, mais que je trouve absolument splendide. Donc je trouve que l'URL, c'est important dans le texte. Et parce qu'en plus, un bon URL, c'est un URL qui amène à la bonne page. Alors c'est compliqué pour chaque citation, ça je peux pas le faire. C'est trop lourd à gérer, et ça alourdit trop le texte. Mais, je sais pas, quand je fais référence à un article dans un volume, on arrive au début de l'article. Hein. On n'arrive pas au début du volume. Donc c'est tac, tac, on arrive, quoi. Ça va super vite, ça c'est vraiment top. Et tout ça, en fait, ça fait que ça amène un référencement, ou plutôt des textes qui vont être beaucoup plus, pardonnez le néologisme, mais beaucoup plus sourcés. Et donc, ça amène une sacrée hausse des standards, qui est renforcée, évidemment, par la raréfaction des postes. S'il y a moins de postes, ça veut dire qu'il faut être meilleur. Mais le fait même de lire des textes qui eux-mêmes vont contenir ces URL, ces hyperliens, et qui vont absolument faire référence à tout, amène une hausse globale des standards scientifiques. Très concrètement, quand on lit, La Chambre claire de Barthes, on a voire un nom, ou un nom, un titre. Impossible aujourd'hui. Impossible. Alors bon, ce n'est pas du jeune Barthes, hein, mais aujourd'hui, les références dans les textes scientifiques sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précises, et les doctorants, doctorantes, jeunes chercheurs et chercheuses vont faire des références absolument plus précises que ne le faisaient leurs prédécesseurs. C'est une tendance générale. Alors on le leur demande, hein, c'est pas seulement qu'ils sont meilleurs ou quoi, et c'est aussi un effet d'imitation. À force de voir, de pouvoir faire, on le fait. Et ça devient invraisemblable de ne pas donner la référence à quelque chose. D'ailleurs, mes relecteurs actuels et relectrices me signalent toutes les références manquantes, histoire de me rappeler à ce bon devoir de science. Ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait en textométrie, lexicométrie ? Là, en fait, ce que je vois, c'est vraiment un gros développement de ce qu'on peut appeler, certainement avec beaucoup trop de vulgarisation, un progrès dans l'intelligence sémantique. C'est-à-dire que les logiciels commencent à savoir lire des textes. Ça ne veut pas dire qu'ils savent lire comme nous on sait lire. Je peux vous dire quand même que quand on a 15 ans d'études derrière soi, littéraire en plus, on sait lire. Hein, donc, moi, je crois que je commence à savoir lire. Évidemment qu'un logiciel n'est pas capable de ça. Par contre, ça transforme notre façon de lire et on va vers quelque chose qui va être de plus en plus fin, puisqu'on peut commencer à avoir des rapprochements syntaxiques. Je trouve ça dingue, un logiciel qui reconnaît un COD. C'est absolument dingue. Ou qui peut rapprocher des syntaxes de phrases. On peut, dans l'absolu, on peut commencer avec Lexico 3 à chercher des stylèmes. Donc, des marqueurs de style. Alors il faut quand même des marqueurs de style qui soient quand même des écarts syntaxiques. Mais je pense qu'on va arriver, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas, à pouvoir quantifier et à spécifier statistiquement la stylistique des auteurs. Et ça me paraît hyper, hyper intéressant. Peut-être que ça peut paraître abstrait, peut-être que ça peut paraître réducteur de quantifier de la stylistique, sauf que en fait ça amène, c'est un outil, c'est juste un outil qui peut amener une validation par exemple des signatures, des attributions de texte laissées anonymes, donc ce qui se faisait par l'abduction, je renvoie à Umberto Eco, je renvoie à Carlo Ginzburg dans ces textes sur le paradigme indiciaire, j'ai oublié le titre du volume, mais ça va prolonger ça et en permettre une validation scientifique. Ah bon, là c'est question de syntaxe,
comment on construit la phrase, est-ce qu'il y a des choses qui se repèrent, etc. Pour moi, elle me passionne, quoi. Réussir à pouvoir le faire sur de grands corpus pour étayer ou réfuter des hypothèses, ça me semble vraiment super important. Et ce qu'on commence à faire, en fait, c'est faire des histoires très précises des idées, par le déplacement, notamment de notions lexicales, d'un domaine à un autre, d'un auteur à un autre. Ça va avec les études des circulations, par exemple des artistes ou des savants, de leurs rencontres, donc de ce qu'on appelle les réseaux. Et ça, c'est vraiment un domaine qui est en train de se développer, qui me paraît hyper prometteur. Alors, ça veut quand même dire remplir des données brutes, remplir des bases de données. Enfin, ça amène un boulot qui a pas l'air d'être très littéraire, hein, comme ça. Euh, c'est comme tailler des crayons, hein, en plus. Mais ça fait partie du boulot et ça change en fait le métier. Voilà, c'était une vidéo rapide pour vous parler un peu de ça. La thèse de Marine, oh mince, j'ai oublié son titre là tout de suite, mais en tout cas, Herman, sorti le 12 juin. Quelle honte, mais quelle honte. En tout cas, on va en parler avec elle là plus en détail pour vous montrer ce type d'exemple. Comment ça se pratique, et moi, c'est pas une pratique que j'ai tellement au quotidien. Bon, parce que mon corpus ne s'y prête pas tant que ça, voilà, parce que j'étais un peu fainéante, parce que j'ai travaillé autrement. Mais ça me paraît vraiment quelque chose de très très important que de reprendre, en fait, cette question de qu'est-ce que la littérature, et dans le cas de Marine, qu'est-ce que la critique, Marine Riguet, et comment on fait, comment ça se passe concrètement pour les chercheurs, et qu'est-ce que ça va changer. Et ça va changer des choses, en fait. Ça va changer des choses, ça se verra dans 10 ans, mais ça change beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt.